Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus malgré l'heure et les jours, sachant qu'il y avait pas mal d'activités cette semaine-là. Et je voudrais me présenter Braulio Moro de France Amérique Latine, FAL, organisation qui fête cette année-là 43 ans d'existence. Et nous avons décidé d'organiser pour cette soirée-là un débat avec des invités qui y présenteront à propos de l'impunité et la déstabilisation politique de la situation en Amérique centrale. Une région que, normalement, n'est pas objet d'attention de la part du public en général. Avant de donner et de présenter les intervenants de cette soirée-là, je voudrais donner tout simplement un cadre très général de ce qui est en train de se passer en Amérique centrale. Hier lundi 28 septembre, à Honduras, le gouvernement de Tegucigalpa et l'Organisation des États américains ont décidé la constitution de quelque chose qui s'appelle maintenant une mission de soutien contre la corruption et l'impunité à Honduras. L'idée de cette mission-là est de combattre, selon la version officielle, la corruption et l'impunité dans ces pays-là. Il faut savoir que depuis le mois de mai, il y a des mobilisations tous les vendredis à Honduras. Il y a eu plus de 100 000 personnes dans la rue. Il y a eu, dans les derniers mois, plus de 17 manifestations au long du pays, des milliers de personnes. Et aujourd'hui, ce que ces gens-là réclament, c'est tout simplement la démission du président, la fin de l'impunité, la fin de la corruption. À peu près en même temps, dans la voisine Guatemala, le mois de mai, il y a eu un mouvement qui a commencé aussi le mois de mai, avec quelques manifestants, pour exiger la fin de la corruption, la fin de l'impunité, et qui a débouché le mois de septembre, début de septembre, avec la démission de Otto Pérez Molina, un général, un militaire, avec avant la démission de la vice-présidente d'une partie de son gouvernement, et aujourd'hui, dans une situation assez compliquée dans laquelle il y a eu des élections. Le 25 octobre sera le deuxième tour des élections dans ces pays-là, mais j'insiste à mettre le point sur une question clé, la lutte contre la corruption et l'impunité. Et ce samedi-là, au Mexique et dans d'autres pays du monde, des milliers de personnes se sont mobilisées en 26 septembre contre l'impunité au Mexique et pour exiger la présentation de 43 étudiants d'Ayotzinapa, des étudiants qui, les 26-27 septembre 2014, ont été attaqués, qui ont été kidnappés, séquestrés et disparus dans la ville d'Iguala au Mexique. Et je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça, tout simplement vous donner un premier élément comme fil conducteur, pourquoi nous avons décidé d'organiser cette soirée-là. Il y a un problème grave en Amérique centrale et au Mexique, bien évidemment. C'est le problème de la corruption, c'est le problème de l'impunité. Si on a décidé de faire simplement une approche sur ces trois pays-là, ça ne veut pas dire qu'à Nicaragua, qu'à El Salvador, qu'au Panama, il n'y a pas de la corruption et il n'y a pas de l'impunité. Ce n'est parfois pire. Donc, je tiens à remercier à Hélène Roux, qui est ici à ma droite, qui est membre de France Amérique Latine, justement, qui vient de retour des missions de Guatemala, elle vient d'arriver avant-hier, donc elle est un peu en décalage d'horaire, et pour sa présence, qui fera une présentation justement sur ce qui est en train de se passer dans ces pays-là. Plus à droite, je tiens à remercier aussi à Sybille Benoît et à Thibaut Marijan, du collectif Guatemala, qui aussi interviendront sur la situation dans ces pays-là qui reste explosive, je dirais. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir la présence par film, par vidéoconférence de Berta Oliva, membre du comité des familles des détenus disparus à Honduras. On n'a pas réussi à avoir la connexion, mais on pourra intervenir sur ça, bien évidemment. Et à ma gauche, Jules Falquet, maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Paris-Diderot et membre du laboratoire du changement social et politique qui parlera aussi sur la situation au Mexique. Avant que chacun et chacune des intervenants puisse prendre la parole, on vous invite à regarder un petit court-métrage, 10 minutes, pas plus, sous-titré, ne vous inquiétez pas, et qui pourra attirer votre attention et qui, sans aucun doute, vous permettra de rentrer directement dans le vif du sujet. Dans 10 minutes, on se revoit ici. Merci.
conquista de America. Sejak kalau cuma saya ini, bahkan kalau kemarin kami nak pergi impor dalam sana kuantara, kau ini nak kalian. Mi esposo no sé dónde está. Sigo buscando. Me han dicho que ahí en el río Pueblo Viejo lo tiraron. No sé, no lo encontramos. Sigo buscando y me duele mucho. Nosotras fuimos violadas. Fue violado nuestro derecho. Yo viví 6 años en la montaña. Me duele mucho porque por ir en la montaña, por culpa del militar, perdí mis hijos. Ahí se murieron mis hijos, mi esposo, y yo soy madre soltera. Pendant les années 1982 et 1983, dans le cadre du conflit armé interne, 15 femmes de l'ethnie Kekchi ont été victimes de diverses violations des droits humains dans le camp militaire de Seporsarco, municipio del Estor, département d'Izabal. Vine a contar que a mí me obligaron, me llevaron en el destacamento de Seporsarco. Les 15 survivantes ont été obligées de se relayer pour cuisiner et laver les vêtements des soldats des campements militaires environnants, où, en plus, elles ont subi des viols répétés de la part des membres de l'armée guatémaltaise. L'organisation MTM, Femmes transformatrices du monde, fait partie de l'alliance Rompre le silence et l'impunité. En septembre 2011, conjointement avec le parquet, MTM présente une plainte au pénal pour délit contre le devoir d'humanité sous la forme de violences sexuelles, esclavage sexuel et domestique, traitement cruel et inhumain, disparition forcée et assassinat. L'ex-colonel Estilmer Reyes Girón et l'ex-informateur de l'armée Heriberto Valdés Assis sont accusés pour ces délits. Les déclarations des 15 survivantes ont été recueillies comme preuve anticipée en septembre 2012, date qui restera gravée dans l'histoire, car, pour la première fois, un tribunal national prend connaissance des témoignages de victimes de délits d'esclavage sexuel commis dans sa juridiction. L'année 2014 est cruciale pour ce procès qui recherche la justice pour les femmes, car c'est en juin que sont capturés les ex-militaires accusés de ces délits. C'est également à cette période qu'a lieu la première audience du cas Seporsarco. En septembre de la même année, le parquet et les plaignantes ont présenté le rapport d'enquête final au juge Miguel Ángel Galvez, titulaire du tribunal de risque majeur B. En octobre 2014, le juge Galvez décide que les accusés seront jugés, ce qui constitue un grand pas en avant pour ce procès. En juin 2015, le juge Galvez accepte tous les éléments de preuve présentés tant par le parquet que par la partie civile et en conséquence remet le dossier au tribunal A de risque majeur
afin que le procès du cas Cepolsarco suive son cours. En virtud de estar guardando prisión, se les deja en la misma situación jurídica a disposición del Tribunal Primero de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos de procedimiento por proceso de riesgo identificado con el punto A. Las evidencias materiales incautadas dentro del proceso quedan a cargo del Ministerio Público y a disposición del Tribunal Primero de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente por proceso de mayor riesgo, punto A. En virtud de que la presente resolución es dictada dentro de una audiencia en presencia de los sujetos responsables de disciplinar contra artículos 160, 169 y especialmente el artículo 343 del Código Procesal Penal, quedan legalmente notificados de la misma, la que queda grabada en audio. Y en ese sentido, no habiendo nada más que hacer constar, se termina la presente audiencia cuando son las 13 horas con 10 minutos del día y lugar indicado anteriormente, reiterando quedan legalmente notificados en la presente resolución y primero Dios, a más tardar entre jueves y viernes, se va el proceso del Tribunal de Sentencia para que ustedes puedan acudir para que ya le den seguimiento al proceso de referencia. Entonces, con esto concluimos. Les deseo feliz tarde. Le cas Cepolsarco constitue un exemple de persévérance et de courage de la part des 15 survivantes de crimes de guerre, qui en plus d'avoir surmonté la peur d'être mises au banc de leur communauté, ont vaincu la barrière de la langue, car elles sont monolingues, dans un système de justice où l'on parle seulement l'espagnol. Venant d'une belle région où règne la pauvreté extrême, elles sont parvenues, à travers leurs plaintes, à s'engager ensemble sur la voie qui mène à la justice. Presentía como que no valía lo que estábamos diciendo. En ese momento quería que aceptara lo que estábamos diciendo. No me quedé bien, no me quedé tranquila. Quería una respuesta en ese momento. No podía decir lo que tenía que decir. Pero hoy estoy contenta porque ya estamos en otro proceso. Pero ahora ya no es un camino de miedo para mí. Es momento de decir y hablar que se deja de sufrir todo lo que sufrimos. Que mis nietas, que otras mujeres que ya no sufren lo que nosotras sufrimos. Hoy me siento contento de que el juez haya aceptado la verdad que venimos a contar. Nos levantamos, caminamos y fuimos a buscar la justicia. Comment pouvons-nous contribuer à ce que justice soit faite? En assistant aux audiences, qui sont publiques, pour veiller au bon déroulement du procès.
Bien, et je vais donner tout de suite la parole à Hélène Roux, vu l'heure qu'il est, et qu'on doit quitter la maison de l'Amérique latine à 10h30. Je vais me permettre de vous demander 10 minutes d'introduction pour chaque mot. Je sais que c'est très court, mais il vaut mieux comme ça, et après on verra si on peut discuter un peu plus. Hélène, s'il te plaît. Merci, bonsoir. Juste pour commenter le film, je pense que c'est un des procès les plus emblématiques qui est en train de se réouvrir actuellement au Guatemala. Ce film est très récent. Il y en a un autre qui est en cours aussi, qui a réinitié récemment, c'est celui pour génocide contre l'ex-président de facto, le général Ríos Montt. Et lors de la réouverture du procès, le 23 juillet dernier, il y a eu un événement assez singulier, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de monde et des représentants d'ambassades, et puis tout d'un coup, l'ambassadeur des États-Unis lui-même a fait acte de présence dans la salle d'audience, et le message a été apparemment clairement reçu par le ministère public qui est parti bille en tête pour demander une expertise nouvelle et faire interner le général Ríos Montt dans un hôpital psychiatrique public, puisque sa défense en fait essaye de le faire passer pour sénile et avait fourni un rapport d'expert en demandant à ce qu'il n'y en ait pas d'autres et qu'on suspende le procès. Or le procès va bien continuer. C'est quelque chose de singulier si on se rappelle et qu'on connaît, disons, le rôle qu'ont joué les États-Unis dans l'histoire du Guatemala, qui n'a pas toujours été un rôle très reluisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, moi je pense que vos collègues parleront plus des cas d'impunité. Moi je voulais donner un petit peu une vision générale de ce qui se passe actuellement et vous donner un peu une mauvaise nouvelle. J'espère que je pense que je vais vous décevoir, mais la révolution n'est pas en cours au Guatemala, malgré les manifestations qu'il y a eu depuis mai. Les faits en fait déclencheurs ont été l'annonce par le président qui donc a donné sa démission 3 jours avant les élections du 6 septembre. Il avait annoncé son intention de ne pas renouveler le mandat de la CICIG, qui est donc la Commission internationale contre l'impunité. Et donc à partir de là, quelques jours après, la CICIG a publié un rapport et a dénoncé des faits de corruption qui ont conduit d'abord donc à l'arrestation, à l'arrestation, à la mise en cause de la vice-présidente, puis l'affaire a pris de l'ampleur et elle a finalement, cette affaire conduit à la démission du président et à sa mise en examen qui est intervenue très récemment. Sur la CICIG, il est important aussi de dire que c'est un organisme qui est financé par des gouvernements et des institutions externes, et en particulier les États-Unis qui la financent très largement. Et donc, il est à supposer que la publication du rapport au moment où il a été publié n'est pas étranger, que les États-Unis ont joué en tout cas un rôle certain dans la publication du rapport qui a fait chuter finalement le gouvernement. Donc à la suite de tous ces événements ont déclenché des manifestations qui étaient hebdomadaires sur la place principale de la capitale et aussi dans quelques
dans quelques villes de province. Cela dit, ces manifestations, elles n'ont pas, pas vraiment dépassé, disons, bon, les préoccupations d'une classe moyenne qui était mécontente du fait qu'on ait fait mauvais usage de ces impôts, et puis surtout cette commission, donc la CICI, et cette lutte contre la corruption, ce mécontentement contre la corruption, il était aussi partagé par une partie de la Corporation des entrepreneurs guatémaltèques, le CACIF, qui n'avait pas été associé aux transactions et aux transactions frauduleuses, disons, qui étaient en fait le cœur de l'affaire de Scandale, puisqu'il s'agissait de favoriser un certain nombre de personnes et de les faire passer, de les exonérer, disons, d'impôts moyennant le paiement de pots de vin. Bon, alors ça c'est une chose. Oui. La seconde, donc ce mouvement de mécontentement en fait est resté très circonscrit aux villes, et en fait ce qui serait intéressant, enfin et ce sur quoi j'aimerais parler dans le court temps qu'il me reste, c'est premièrement de la similitude et des différences qu'il y a avec la situation au Honduras. Et en effet, au même moment où Honduras, il y a eu des manifestations massives, Braulio l'a dit, pour les mêmes raisons, mais par contre au Honduras, pour des raisons que j'expliquerai peut-être pendant le débat, il y a eu une jonction qui s'est faite avec le mouvement social dans les provinces, et ça a été un mouvement très différent. Au Guatemala, comme on l'a vu dans le film et comme je l'ai rappelé, une grande partie des problèmes qui se posent se jouent devant les tribunaux, avec un système de justice qui malheureusement n'est pas du tout adéquat et n'est pas du tout armé pour juger notamment par exemple les cas qui ont à voir avec le génocide, les massacres, les disparitions, mais aussi un système de justice qui sert principalement à criminaliser les mouvements sociaux, et donc qui judiciarise l'opposition et qui force en fait qui force le mouvement social à s'aventurer sur ce terrain qui est un terrain sinueux, long, où on a des procès qui ne terminent jamais. Ce qu'il est intéressant aussi de mentionner par rapport aux politiques qui ont cours actuellement, alors là je dirais dans toute la région, au Honduras, au Guatemala et au Nicaragua aussi, ce sont des politiques de répression forte, de militarisation extrême, et du muselage de l'opposition par la criminalisation. Des politiques la déstabilisation politique, elle est surtout liée au contrôle économique des terres et des territoires, et elle concerne principalement la tentative des entreprises de s'implanter et de contrôler le terrain. Et aujourd'hui, il y a, ce ne sont pas la déstabilisation politique ne concerne pas les États, ce n'est pas les États qui sont déstabilisés, mais ce sont au contraire l'État qui déstabilise, disons,
les tentatives démocratiques et les tentatives des mouvements sociaux de se développer. Donc les États et les oligarchies et les entreprises qui, elles, cherchent à s'implanter sur les territoires. Je crois qu'il faut prendre en considération des nouveaux paramètres d'entreprises qui s'installent dans toute la région, qui sont européennes, canadiennes, notamment avec l'extraction minière, qui contournent régulièrement la justice pour pouvoir s'implanter et qui sont aussi responsables d'actes de répression. Au Guatemala, il y a de nombreux cas dans ce domaine. Il y a aussi les pays asiatiques, le Brésil et le capital latino-américain, notamment la Colombie qui investit beaucoup au Guatemala, ou le capital de l'oligarchie centra-américaine qui s'implante dans des conditions absolument scandaleuses pour une grande partie des cas d'atteinte aux droits humains. Et face à cette situation, la communauté internationale fustige certes la corruption des gouvernants, mais elle est très discrète sur les atteintes aux droits humains qui sont perpétrées par les entreprises au nom du développement et du progrès. Et on a beaucoup de discours très en vogue sur la responsabilité sociale des entreprises, notamment, où on cherche des exemples positifs de médiation entre les mouvements sociaux et les entreprises. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même presque pas. Et en fait, bon, ça signifie en fait une négociation directe avec le capital privé et donc un retour au paternalisme, et donc on ne peut pas dire que c'est un grand progrès. Voilà, j'espère qu'on pourra discuter plus avant, plus tard. Je cède la parole. Merci Hélène. Et vraiment désolé pour le temps, hein, mais il faut essayer d'avoir vraiment un débat, c'est pour ça que c'est la pression pour battre le temps. Je donne la parole d'abord à, je ne sais pas, Sigrid, c'est toi qui commence ou c'est Thibaut, lequel des deux? Allez-y. Donc, tout d'abord, merci à France Amérique Latine de nous avoir invités à participer à cette conférence. Donc, nous, on va plutôt parler de l'impunité. Donc, en fait, on peut dire qu'au Guatemala, je pense que c'est le cas dans le pays d'Amérique centrale, l'impunité elle a un peu deux aspects, même si en fait ils sont liés, ils ont les mêmes origines, etc. Ils sont vraiment imbriqués. Donc l'impunité qu'Hélène a mentionné, des cas de corruption, et également l'impunité pour la justice historique, des violations des droits de l'homme durant le conflit armé ou après sa fin officielle. Donc, et les origines de cette impunité, elles plongent profondément dans l'histoire du Guatemala, mais je pense que plus précisément, elles plongent dans le conflit armé qui a opposé donc l'État guatémaltèque, oligarchique, et ses forces armées au mouvement révolutionnaire et à la population civile. Donc en créant une culture de la peur, une culture de l'impunité, des dictatures militaires où il n'y a pas d'accès à la justice, qui ont des effets encore aujourd'hui. On n'ose pas dénoncer les violations des droits de l'homme, etc. Et également une criminalisation de l'économie, avec l'émergence notamment des forces armées comme acteurs économiques, qui sont imposés contre l'oligarchie qui en avait besoin pour prendre des domaines tels que la construction de routes, d'infrastructures, l'exploitation des ressources naturelles, etc. Et donc le développement tout un corps de ce qui s'appelle les SIACS, c'est les corps illégaux et les appareils clandestins de sécurité, qui sont tout l'appareil d'intelligence des forces armées, de la police, etc., qui ont été théoriquement démantelés par les accords de paix, mais qui en fait ont juste changé de lieu et de forme, mais qui existent encore aujourd'hui dans l'actualité. Donc ça amène à un État faible qui n'est pas en mesure qui n'a pas la volonté, qui n'a pas la capacité de juger les crimes, que ce soit politiques, que ce soit économiques, que ce soit la délinquance commune. En 2006, au Guatemala, le taux d'impunité, c'est 96% pour les crimes et délits, par exemple. Donc voilà, ça reste pas stable, et
quand même, il y a des pressions internationales, nationales pour changer quand même la situation. Et donc la CICIG, que mentionnait Hélène, elle est créée en 2007, donc c'est la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, comme un mécanisme hybride qui sert à mener des enquêtes, mais aussi à développer des capacités internes au Guatemala. Et ça aboutit à la création, par exemple, des tribunaux de haut risque. Donc c'est pour Sarko, par exemple, on a vu la vidéo, c'est un tribunal de haut risque, qui sont faits pour protéger les magistrats des pressions politiques, militaires, etc. et permettre le développement de cas voilà, qui mettent en cause les élites traditionnelles. Donc avec le juge Miguel Ángel Galvez qu'on a vu, Yasmin Barrios qui est aussi symbolique au Guatemala, ou la procureure générale Claudia Pacipas qui a mené un grand travail. Donc voilà, il y a des espaces qui sont apparus au fil du temps contre ce modèle traditionnel d'impunité, donc avec quelques cas symboliques. Thibaut va vous parler. Très rapidement, on va pas dépasser le temps, il y a eu quand même quelques cas qui ont été traités par le justice guatémaltaise, donc avec succès, qui ont montré quand même une avancée contre l'impunité. Tout n'est pas tout à fait perdu, même si globalement on partage très largement l'opinion d'Hélène sur leur futur qui est en effet un peu complexe. Donc, par exemple, en 2009, il y a 2 cas par rapport aux disparitions forcées qu'on a traitées. Pourquoi disparition forcée? Parce que c'est des cas qui peuvent être, tant que la personne qui est disparue n'a pas été retrouvée, que ce soit le corps ou vivante, le cas peut être présenté devant la justice. Donc ça a été un petit peu l'espace, le premier espace qui a été utilisé par les organisations de la société civile, notamment Femmes des Voix ou la CALDH, pour, on va dire, un petit peu briser ce tabou de l'impunité. Donc il y a 2 cas emblématiques, Choatalum et El Jute, où des jugements ont été rendus en 2009 et où ont été condamnés des militaires qui ont été rendus coupables de disparition forcée. Un premier, Felipe Cosamero, a 150 ans de prison pour 6 disparitions, 25 ans par disparition. Et également 4 autres militaires ont été condamnés dans le cas de El Jute, toujours en 2009. Ce sont des processus judiciaires qui ont duré plus de 9 ans. Donc Hélène a déjà mentionné le cas pour génocide Rios Montt, où suite à la première condamnation en 2013, 80 ans de prison, qui a été ensuite annulé 10 jours plus tard. Aujourd'hui, c'est un petit peu, le cas est un petit peu compliqué dans le sens où, en effet, l'expertise médicale donc, a rendu son verdict, c'est-à-dire le 4 août, et donc a confirmé la démence et la sénilité supposée de l'ancien dictateur. Entre autres procès qui ont eu lieu hors du Guatemala, on peut également parler du procès Spéricène, qui a conduit à la condamnation de cet ex-chef de la police nationale. Donc c'était en Suisse par contre, le cas n'a pas pu être traité au Guatemala. On peut également parler, pour des faits de corruption, du cas Portillo, qui était un ancien président du Guatemala, qui n'a pas pu vivre dans son pays, mais qui lui a été condamné aux États-Unis. Qui a été acquitté, c'est ça. Il s'est présenté candidat aux élections passées député. Il a été acquitté au Guatemala, ensuite extradé aux États-Unis, et la première chose qu'il a faite en arrivant aux États-Unis, c'est de se déclarer coupable de corruption. Enfin, ouais. Pour blanchiment d'argent aux États-Unis, ouais. Donc voilà. Et donc après, il y a toujours une tension permanente au Guatemala en fait entre cet effort vers la justice qui est compliqué et derrière un peu la réplique punitive de l'oligarchie, parce que après la condamnation de Rios Montt, on avait une réaction violente des ex-paramilitaires, de l'armée, etc., qui ont lancé une campagne de presse, la farce du génocide par exemple, des manifestations dans la rue pour intimider les gens dans les villages, etc. Et après toute une répression contre les magistrats qui ont presque tous perdu leur poste, les magistrats qui étaient engagés dans le processus. Donc voilà, pour passer sur la corruption, l'impunité au niveau de la corruption, justement, l'organisme judiciaire, c'était un des 2 piliers en fait, du système de corruption mis en place par les militaires au long du conflit armé et après la transition démocratique, puisqu'en fait la stratégie c'est d'une part mettre des militaires derrière les institutions de l'État les plus lucratives, c'est le système douanier, c'est la sécurité sociale, les œuvres publiques, etc. Donc voilà, pour détourner de l'argent. Et d'un autre côté, placer des juges de confiance pour assurer l'impunité. Donc d'une part, pas aller en prison pour ce qu'ils ont fait pendant un conflit armé, et d'autre part, pas être condamnés pour leurs activités mafieuses actuelles. Et
Donc il y a eu tout un épisode qui était assez significatif l'année dernière, de septembre à novembre, c'était l'élection de la Cour suprême de justice et des cours d'appel. Donc c'est pas un processus autonome, il s'est voulu démocratique en 1996 avec les accords de paix, mais en fait c'est des votes par des commissions qui sont composées de recteurs d'université, des doyens des facultés de droit, du collège des avocats du Guatemala et des magistrats. Mais en fait, c'est devenu un terrain de bataille politique, en fait, tous ces zones-là. C'est-à-dire, on va créer une université avec une faculté en droit où il y a 4 étudiants, mais ils auront un poste au moins dans les commissions de postulation. Et voilà. Et le cercle se ferme, puisque c'est, par exemple, on a placé quelqu'un à la sécurité sociale qui bouge des milliards, 1 milliard d'euros par an. Donc, et lui, il va voir les juges. Je te donne un poste pour ton fils je te donne un poste pour ton fils, toi tu votes pour mon candidat. Donc voilà, c'est un peu le cercle qui, voilà, le serpent qui se mord la queue, quoi. Et donc un peu la dernière étape de ce cercle d'impunité qui était mise en place par Otto Pérez Molina, parce qu'il avait réussi à faire ça en 2014, c'était justement de supprimer la CICIG. Et c'est un peu là que les saluts tiro por la culata, quoi. Ça lui a un peu pété à la figure, quoi. Et voilà, et c'est ça qui a lancé le processus de manifestation au Guatemala, qui était lancé donc devant l'impunité qui se perpétuait, puisque c'était la décision. Donc il y a eu 20 personnes qui étaient capturées au départ et qui ont été remises en liberté juste après, en fait. Et là, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder les vases et qui a lancé tout le mouvement actuel, quoi. Et donc, rapidement pour conclure sur ce mouvement actuel, une nouvelle fois, comme disait Hélène et comme disait Cyril, on est à nouveau face à un cas où on est vraiment par rapport au serpent qui se mord la queue, puisque le candidat à la présidentielle qui a tiré le marron du feu plus ou moins en fait, de ces manifestations en faisant une campagne contre la corruption quasi exclusivement, c'est l'ancien comique Jimmy Morales, qui arrive en tête du premier tour, qui est assez largement favori pour le second tour, même si on ne peut jamais présumer de ce qui va se passer dans un mois. Or, le parti qui soutient ce candidat, c'est le FCN, qui a été fondé par des anciens militaires, et dont l'un de ces anciens militaires, il avait été condamné, c'est un ancien enquêteur en chef de la police nationale qui a été condamné pour le massacre de l'ambassade d'Espagne, ou en fin de compte, pour l'incendie de l'ambassade d'Espagne, en 1980, le 31 janvier, il y a eu 37 victimes, c'est-à-dire c'était des étudiants qui s'étaient réfugiés dans l'ambassade pour échapper à la répression à l'époque du conflit armé. Et donc la police nationale avait vraiment décidé qu'il y avait de mieux à faire que de mettre le feu à l'ambassade et donc basiquement en fait pour mettre à mort ces 37 personnes. Donc typiquement la personne qui est responsable de cela, qui a été jugée et condamnée à la prison à vie pour ces faits, est le fondateur du parti qui soutient Jimmy Morales, qui sera potentiellement élu dans un mois. Donc on voit que toujours criminalisation des mouvements sociaux, corruption, lutte contre la corruption, impunité, lutte contre l'impunité, militarisation, c'est un cercle vicieux, mais qui malheureusement n'est pas prêt de s'arrêter, d'autant plus que comme disait Hélène, c'est vraiment une obligation de classe moyenne et qui ne présume absolument en rien, que les problématiques, on va dire, plus sociales d'exploitation des ressources ou de crimes du passé vont être adressées et que la population va s'y intéresser. Merci Cyril, merci Thibaut. Et je voudrais revenir sur quelque chose avant de donner la parole à Jules. Et je crois qu'il y a un aspect que c'est important à prendre en considération, et Hélène l'a évoqué, c'est le problème des bénéfices ou des profits que tirent les entreprises transnationales. Et là, dans un cas, tout simplement, je voudrais évoquer de manière générale, c'est exposant d'approfondir sur le sujet, pour quelles raisons l'Union européenne a signé un accord dit d'association avec l'Amérique centrale. Je pense que c'est intéressant que vous puissiez développer ça. Il y a des intérêts, effectivement, il y a les problèmes de la terre, il y a les problèmes des matières premières, il y a les problèmes de l'eau, etc., etc. Je crois que c'est un aspect qu'il faut voir aussi, parce qu'au bout du compte, cette vision selon laquelle les accords de libre-échange, les accords d'association, les accords de partenariat permettraient les tremplins pour aller vers les progrès, parfois c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose, surtout lorsqu'on a comme scénario cette situation généralisée de violations
et des droits de l'homme ou d'impunité, comme a été déjà exposé. Tout simplement, je voudrais aussi, pour ce qui s'intéresserait, c'est France-Amérique latine, c'est un numéro un peu ancien, c'est de 2012, ce numéro-là, c'est notre quatrième. Mais pour ce qui s'intéresserait à voir un peu comment ça a évolué, les gouvernements, les différents gouvernements en Amérique centrale, on avait fait à l'époque un dossier. Parce qu'il faut se rappeler, moi, que ce sont des pays qui ont vécu la guerre civile pendant des années, la société est complètement déstructurée, et ça compte aussi pour quelque chose. Je donne tout de suite la parole à Jules Falquet, il disait maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Paris Diderot et membre du laboratoire de changement social et politique. Jules. Merci. Je voudrais juste, il me semble que l'ambassade d'Espagne, c'est pas exactement ça, c'était une action du comité du Cook, où il y avait le père de Rigoberta Menchú notamment, qui a péri dans l'incendie. Bon, c'est une longue histoire, mais justement, du coup, je vais parler d'Ayotzinapa au Mexique, mais quand même, je voudrais aussi, puisque je suis précisément en train de regarder les choses sur le Guatemala, rappeler, et c'est ce que je ferai aussi pour le Mexique, une dimension historique, parce que en réalité, dans les années, à partir des années 70, même dans les années 60, la frange transversale nord, donc au nord du Guatemala, fait l'objet d'une attention très importante pour ses ressources en pétrole et en bois de la part de l'armée, qui construit la première route et le long de laquelle ont lieu les massacres du début des années 80, pour lesquels ont lieu tous ces procès. Donc dès ce moment-là, il y a des intérêts économiques très très clairs de l'armée dans cette région, des scandales, et ce sont les mêmes zones dans lesquelles, à l'heure actuelle, ou en grande partie, les mêmes zones dans lesquelles il y a les nouveaux projets transnationaux à la fois de barrages et de mines. Donc voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir cette dimension en tête. Ça fait partie aussi des grands projets économiques pour l'Amérique centrale. Certains font partie de l'ancien plan Puebla-Panama qui avait été un petit peu abandonné pour le Mexique, mais qui en fait ressurgit notamment au Guatemala et sûrement dans d'autres régions du pays. Alors, pour dire quelques petits mots très rapidement d'Ayotzinapa, c'est difficile parce que je suppose que vous savez toutes et tous déjà beaucoup de choses. Je voudrais peut-être faire un tout petit rappel historique. Ayotzinapa avait étudié et travaillé dans les années 60 Lucio Cabañas. Donc les écoles normales rurales, dont sont originaires les 43 disparus, ont toute une histoire de lutte, on va dire, et aussi une histoire de répression depuis, combien, aidez-moi, 40, 50, une cinquantaine d'années. C'est une première chose, et je pense qu'on peut aussi réfléchir aux attaques. Donc vous savez probablement que ces écoles normales rurales, il en subsiste un certain nombre. Il y a eu des attaques toutes les dernières années pour en fermer. Ces attaques, elles peuvent aussi être replacées dans une analyse des attaques plus générales contre le système éducatif, contre les différents syndicats, enfin les différentes sections, et notamment celle de Oaxaca, mais enfin les différentes sections du syndicat des enseignants et des enseignantes, qui sont parmi les plus combatifs. Il y a eu des très grosses luttes dans les dernières années de résistance au démantèlement à la fois de ce syndicat et du système éducatif. Et je pense qu'on peut rappeler aussi que la main-d'œuvre mexicaine, c'est la moins chère de l'OCDE, que ces attaques au système éducatif, finalement, ça vise à abaisser encore le niveau de formation, qu'il y a aussi des millions, je ne sais plus si on est rendu à 11 millions de nini, donc de personnes qui sont sorties du système, qui ni étudient ni travaillent. Voilà, donc c'est un petit peu ça, et tout ça, ça fait partie donc de du développement des politiques néolibérales au Mexique depuis les années 80 et qui s'est énormément renforcé dans les années 2000. Voilà, le contexte très général par rapport à Ayotzinapa comme une école normale, par rapport à une répression contre des étudiants d'une école normale et contre le système éducatif en général. Beaucoup plus concrètement, vous avez aussi certainement vu que, donc, proche de célébrer l'anniversaire de 1 an de la disparition des 43 étudiants, la commission internationale liée à la Cour interaméricaine des droits humains a complètement contesté, enfin a amené beaucoup d'autres éléments par rapport à la soi-disant vérité historique proposée par le gouvernement. Donc je le dis rapidement, notamment autour
choses qui ont été, d'éléments de preuve qui ont été égarés, comme des effets appartenant à un certain nombre d'étudiants, et puis surtout l'histoire du 5e bus, je crois que vous êtes suffisamment au courant, hein, c'est pas... Donc là, les enjeux, et vous avez vu également que Peña Nieto n'était même pas là, il était à New York pendant que la population s'insurge à nouveau et continue, en fait... on peut penser qu'il espérait une baisse des mobilisations, et je crois qu'on peut dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que quand même les mobilisations ont été très importantes et montrent bien que le cas n'est absolument pas fini. Que dire de plus là-dessus? Peut-être aussi replacer ça dans un cadre aussi un tout petit peu plus général d'impunité et de corruption. Hein. Vous savez qu'il y a eu plusieurs cas qui ont défrayé la chronique. Il y en a un quand même qui est particulièrement significatif, la fuite d'un homme extrêmement riche, et voilà, El Chapo Guzman, qui quand même dans tout ça, il ne se passe toujours rien, on ne sait absolument pas ce qu'il en est. Il y a eu des très minimes condamnations de 3 personnes, c'est ridicule. Il y a eu tous les cas de corruption très nombreux, mais dont l'un de ceux qui était significatif, c'était celui de la Casa Blanca, qui touchait Peña Nieto directement et qui montre ses liens avec les entreprises de construction. Et donc ça montre aussi des liens avec la corruption autour des constructions d'autoroutes, du métro, du projet, un deuxième nouveau projet d'aéroport. Donc on voit comment... Ces cas ont été, une partie de ces cas, et celui de la Casa Blanca en particulier, a été soulevé par Carmen Aristegui, la journaliste très célèbre, qui a été finalement vidée de son poste à la télévision, et donc pareil, elle, son cas n'est toujours pas résolu. C'est quand même assez significatif et assez intéressant de voir à quel point le contrôle des médias joue un rôle très important dans la possibilité d'évoquer la corruption et l'impunité. Il y a aussi toujours en cours un certain nombre de cas qui ne sont pas résolus autour à la fois du narcotrafic et des autodefensas dans le Michoacán. Il y a une série d'assassinats pour lesquels on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et puis encore un autre cas très récent, c'est celui de la colonia Narvarte, avec de nouveau un journaliste, une défenseuse des droits humains et encore 3 autres femmes qui ont été assassinées, pareil, dans un cadre d'une impunité tellement saisissante que il est difficile, je pense, dans le cas du Mexique, d'envisager des solutions légales comme peut-être au Guatemala. Enfin, ça me semble, je ne sais pas très bien hein, comment l'analyser, mais là, hormis le fait que le mouvement social a manifesté de manière très forte sa répudiation de l'impunité et sa demande de voir apparaître les 43 disparus, hors du mouvement social, la situation me semble un petit peu, je ne voudrais pas être pessimiste, mais un petit peu bloquée au Mexique. Le dernier point que je voudrais soulever et qui rejoint ta question, Braulio, c'est quels sont les intérêts économiques qui sont en jeu, et ça ne vous a pas échappé que le Mexique, qui était déjà en affaire avec le gouvernement français depuis longtemps, la visite de Peña Nieto a débouché sur toute une série de contrats, notamment d'armement et très certainement d'exploitation minière. Donc cette question de l'impunité, c'est une question qui touche directement le commerce extérieur français et sur lequel on a des moyens d'agir également depuis ici. Voilà, je crois que je m'arrêterai là. Merci Jules. Je voudrais tout simplement faire quelques précisions. Si jamais vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe au Mexique par rapport à ce qu'a dit Jules dans sa présentation, c'était très bien posé. Et la question de la Casa Blanca, c'est la maison de l'époux du président, qui a été négociée, parce que sinon on ne sait pas de quoi s'agit-il. C'est une maison qui a été construite par un des représentants des constructeurs les plus importants du Mexique, liés à des affaires de corruption, au moment où Peña Nieto était le gouverneur dans l'État du Mexique, entre autres. Pardon. Deuxièmement, et dire que, bon, le Chapo Guzman, peut-être que vous le connaissez, si Jules parle de pourquoi c'est la personne la plus riche, soi-disant c'est la personne la plus riche du monde selon du Mexique, selon la revue Forbes. C'est pas n'importe quelle revue, et c'est estime quelque chose comme 4 milliards de dollars la fortune de ces chefs des cartels de Sinaloa qui a réussi à s'échapper récemment. La question du 5e autobus, parce que ça c'est important.
Non, je suis désolée. Et c'est qu'au moment où les étudiants de Ayotzinapa ont été attaqués, jusqu'à aujourd'hui, les autorités en parlaient toujours de 4 autobus. Les étudiants ont été attaqués dans 4 autobus. Or, le problème, une des choses qu'a montré cette commission-là, c'est qu'il y avait un 5e autobus qui était rempli de drogue. Non, c'est pas sûr. C'est une des possibilités. On suppose qu'il y avait peut-être de la drogue ou de l'argent. Voilà. Et donc, la question, c'est que de ces autobus, personne n'y parlait. Voilà. Donc, que s'est-il passé? Est-ce que l'attaque aux étudiants, c'est parce que les soldats voulaient récupérer les autobus? On ne sait rien. Mais en tout cas, c'est ça, les 5e autobus. Et 3 chiffres qu'elle n'a pas donnés, que ça me semble intéressant de prendre en considération. C'est que selon Reporters sans frontières, le Mexique est le pays le plus dangereux de l'Amérique latine pour exercer le journalisme. Ça, c'est la première chose. Il y a plus de 70 journalistes qui ont été tués. Et on parle peu ici de ça. Deuxièmement, vous savez bien, le Mexique, c'est pas un pays en guerre. N'est-ce pas? Il n'est pas une dictature, n'est-ce pas? D'un mois, on a 26 000 disparus. 26 000 disparus depuis 2006. On estime à peu près 80 000 ou 90 000 exécutions extrajudiciaires. Et on parle de 250 000 déplacés à l'intérieur du Mexique. Heureusement qu'on n'est pas en guerre. Heureusement. Et pardon, j'ai oublié de dire une chose aussi très très importante, dans les développements juridiques, enfin plus exactement dans la recherche de la vérité pour les 43 disparus, bien sûr, tout indique l'armée. Tout, absolument tout, et le gouvernement continue à refuser que l'armée soit entendue par la Commission internationale notamment. Et voilà, il y a un très très gros morceau autour de ça. Et peut-être le bus, j'insiste sur le fait que ce sont des suppositions, mais en effet c'est très étrange que ce bus ait été, non seulement n'avait pas été mentionné, mais ils ont fait des faux avec des images d'un autre bus, enfin ils ont quand même, ce bus est quelque part, mais enfin ils en ont présenté un faux. Et quant au Chapo Guzman, c'était vraiment tellement rocambolesque sa fugue. Ça mérite quand même aussi une grosse réflexion sur quels accords ont été violés qu'il avait passés avec le gouvernement pour... Ah ben... C'est complètement improbable. Les gens, je pense quand même, la dernière chose, les gens, quand il s'est soi-disant échappé, beaucoup de gens pensent qu'il n'a jamais été en prison. Pour vous donner l'état de la situation, de la confiance des gens dans à la fois les informations et la justice au Mexique. Merci. Donc, je voudrais, avant de vous donner la parole, demander à Elena, parce qu'elle a évoqué, il me semble que c'est quelque chose d'important pour le débat, de revenir un peu sur ce que tu disais, qu'il y a effectivement au Guatemala un mouvement de mécontentement, tu dis surtout des couches moyennes, et qui reste concentré aux villes, et ce qui fait différent de la situation à Honduras. Est-ce que tu pourrais donner quelques éléments sur la situation à Honduras, parce que justement c'est une situation explosive aussi. Alors, les similitudes en fait avec le Honduras, bon, c'est effectivement les similitudes de revendication, mais je crois qu'il faut remonter, enfin là aussi à la situation qui s'est produite après le coup d'État et qui a signifié une grande cohésion des mouvements sociaux au Honduras, qui n'est pas le cas au Guatemala. Et dans le cas du Honduras, en fait, après les élections de 2013, qui ont été d'ailleurs aussi entachées de fraude, il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant au niveau de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre le candidat malheureux du Parti Libre, qui est donc arrivé en 3e, qui a perdu les élections, enfin la candidate en l'occurrence, que en fait c'était un grand progrès pour la démocratie d'avoir vaincu le système du bipartisme au Honduras, et que vraiment c'était très bien comme ça. Et donc se sont installées un peu des tractations, et c'est à peu près ce qui est en train de se passer aussi au Guatemala,
à la suite des élections, avec le candidat qui est donc arrivé en 3e position, le candidat du parti Leader, qui en gros est un chef d'entreprise qui contrôle la plupart des entreprises dans le Petén. Donc le Petén, beaucoup de ressources, notamment pétrolières, mais aussi forestières. Et puis, donc c'est la frontière avec le Mexique, une très grosse activité de narcotrafic. Et donc, la fortune du candidat qui s'appelle Valdisson, Manuel Valdisson, est d'origine assez douteuse et contre toute attente, alors qu'il était, disons, en tête des sondages et pressenti pour gagner, si ce n'est la première position, du moins la seconde, il arrive en 3e position. Il faut quand même signaler, alors bon, on va penser que je suis un peu obsédée, mais que ce candidat-là était une option absolument impossible pour les États-Unis, notamment en raison des origines douteuses de sa fortune. Et que donc la différence très serrée avec la candidate Sandra Torres, donc de centre droit, qui est arrivée finalement en 2e position, elle suscite beaucoup de rumeurs, disons, au Guatemala sur le fait qu'on a peut-être un petit peu arrangé le scrutin pour que ça soit comme ça. Bref, mais donc c'est quelque chose qui est assez similaire, parce que de la même façon qu'au Honduras, il y a sans doute des négociations qui sont en cours pour configurer donc le panorama politique. En ce qui concerne le Honduras, la situation est la suivante. En fait, après les élections, et avant même que le nouveau gouvernement prenne le pouvoir, un paquet de réformes a été mis en place, qui ont notamment scellé la mise en place de nouveaux corps répressifs, de troupes d'élite, de corps d'armée, donc une militarisation assez importante de la société. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est le contournement de lois et de règles, y compris de règles internationales, notamment les conventions, par exemple, sur les peuples autochtones. Ainsi, lors d'une audience auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui concerne les populations afrodescendantes, les Garifuna, l'État du Honduras a purement et simplement déclaré que en fait, les afrodescendants n'étaient pas des populations autochtones puisqu'ils étaient arrivés après les Espagnols, et que donc il n'y avait aucune raison pour qu'on conserve leur statut de population autochtone. Et donc, en fait, l'implication, c'est qu'on va pouvoir s'emparer, qu'on pourrait donc s'emparer de leurs terres. Voilà. Et disons que ce sont des situations qu'on retrouve également au Guatemala dans une formule un petit peu différente. Par exemple, au Guatemala, la reconnaissance des populations, enfin des communautés indigènes est soumise à l'approbation du maire. Hein, et donc, de façon totalement inexpliquée et sans support juridique aucun, par exemple, des maires prennent l'initiative de supprimer le statut juridique de ces communautés indigènes parce que ça les intéresse, par exemple, de laisser s'implanter un projet minier ou une centrale hydroélectrique, et que en fait la communauté indigène gêne parce qu'elle dispose de territoire qui est convoité, et donc on a ce genre de situation. Et je voudrais ajouter que la situation est également du même ordre au Nicaragua,
avec là, de la part des autorités, l'espoir d'acheter les communautés indigènes donc, de la côte atlantique. Et sur la côte pacifique, vous savez qu'il y a un grand projet de construction d'un canal interocéanique qui prévoit l'expulsion de dizaines de milliers de personnes, en fait, financées par la Chine, enfin par une entreprise chinoise, plus exactement. Et donc, dans ce... bon, là aussi, on a des contrats totalement léonins et une manipulation même de la Constitution, et on a adapté des réformes de façon à ce que l'entreprise puisse utiliser le territoire comme bon lui semblera, en passant outre toutes les conventions, y compris les conventions internationales qu'a signées le pays. Donc on a dans les trois cas, sous des modalités différentes, en fait un contournement des normes qui garantissent aux entreprises notamment et à ceux qui les promeuvent l'impunité. Merci Hélène. Bien, nous avons fait le tour. On a 25 minutes pour les débats. Donc vous pouvez poser des questions si vous savez. Une petite question, si vous posez des questions, que ce soit bref, de manière à qu'on puisse avoir un vrai aller-retour dans les questions et réponses. Donc, qui dit moi? Allez-y, c'est gratuit. Oui. Dans l'affaire de Riosmont, est-ce qu'on peut penser malgré qu'il y a maintenant un certain temps écoulé de ce passage au pouvoir, qu'il détiendrait encore des secrets suffisamment redoutables pour que les États-Unis soient intervenus directement, notamment dans la période de la guerre sale, où il a tué tant de gens, ou fait tuer par l'intermédiaire de ses subordonnés. Et est-ce que ça serait pour cela que donc il y aurait eu la fameuse présence de l'ambassadeur des États-Unis, et aussi pour qu'on accepte la version, on avait tenté aussi au Chili avec David Pinochet, il était paraît-il dément et autres, et donc qu'on le laisse tranquille et que le procès s'arrête. Non, alors là, pas du tout. La présence de l'ambassadeur était, au contraire, a été un puissant encouragement au parquet et au procureur et au ministère public pour justement que Riosmont soit bien jugé. C'est-à-dire que c'était pas du tout... la présence de l'ambassadeur des États-Unis n'était pas destinée à intimider le tribunal, mais au contraire à l'encourager. C'est-à-dire qu'on a là quand même une... C'est pour ça que c'est une situation que j'ai qualifiée de surprenante, parce que bon, on n'était pas du tout dans ce cas-là. Alors, par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, Riosmont a des dossiers qu'il a probablement transmis à sa fille, qui était elle-même candidate présidentielle donc, lors des élections. Et il y a eu tout un tas de tractations pour savoir si elle aurait le droit ou non de se présenter. Et finalement, ils l'ont laissé se présenter. Parce que, effectivement, elle a sans doute sous le coude un certain nombre d'informations, et en particulier au Guatemala, enfin bon, il y a une partie de la corporation des entrepreneurs qui, disons, voudrait voir Riosmont sous les verrous, y compris d'ailleurs l'ex-président Otto Pérez Molina qui était opposé à lui. Il faut pas voir les choses comme... Enfin, le problème de compréhension, c'est que c'est pas du tout homogène, donc il y a différentes factions, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et une autre partie du CACIF, donc de la Corporation des entrepreneurs, qui a disons, collaboré au moment de la répression et du gouvernement
Rios Montt, et bon, qui a prêté, qui a laissé passer toutes ses terres, qui a hébergé les soldats, enfin bon, il y a eu quand même un certain nombre d'avantages, disons, pour une certaine partie des entrepreneurs et de l'oligarchie guatémaltèque. Donc c'est pour ça que voilà, les choses sont... Je ne pense pas donc qu'il y aurait désiré qu'on accepte le rapport comme quoi ils seraient démons et donc à vue les juger. Non, pas du tout, parce que... Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Au contraire, et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que le parquet a plaidé. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait été reconnu dément ne veut pas dire que le procès est suspendu, parce qu'en fait, qu'il soit dément ou non, enfin là n'est pas la question, mais la question, elle est, est-ce que le procès va se poursuivre? Il y a deux personnes qui sont accusées. Il y a Rios Montt et Rodríguez Sánchez, qui était le chef du service de contre-espionnage et d'espionnage militaire. Et donc, il y a deux accusés dans ce cas-là. Et l'idée, c'est est-ce que on va pouvoir continuer? Est-ce que finalement les avocats demandaient la suspension pour raison de démence, hein, l'abandon. Or, c'est pas du tout ça que le tribunal a décidé. Merci, attends, on va voir. Attends, excuse-moi. Oui. Est-ce que pour le moins, de ce fait, si le procès reprend ou pas, il est garanti de ne pas aller en prison pour raison de santé? Est-ce que c'est pas ça l'ultime but en fait? Vous voulez répondre? L'ultime but pour les avocats de Rios Montt, oui, c'est qu'il n'aille pas en prison, de toute façon. S'il est reconnu. Mais de toute façon, on ne sait pas, il a plus de 90 ans, on ne sait pas s'il va survivre de toute façon, mais bon, c'est pas forcément lié aux États-Unis. Enfin, comme disait Hélène, les États-Unis ont besoin de sécurité pour leurs investissements, et ça passe par nettoyer un peu toute la corruption, et la corruption, enfin l'impunité de Rios Montt, ça passe aussi par là. Enfin, je pense que les États-Unis savent que leurs violations des droits de l'homme, elles sont documentées, tout le monde les connaît. C'est pas parce que Rios Montt sera condamné pour génocide que ça va les impacter. Et pour la Sicile, et ça rejoint la question des investissements, il y a un plan qui s'appelle l'Alliance pour la prospérité, dans le Nord, et donc c'est un plan de 5 milliards de dollars, si je ne m'abuse. Et justement, Joe Biden, en visite au Guatemala, a dit en substance au Guatemala, il leur a dit comme ça d'ailleurs, vous êtes un pays souverain, certes, mais si vous voulez qu'il y ait une chance que le Congrès approuve une aide d'1 milliard de dollars pour le Guatemala, il faut que la CICIG soit prolongée, sinon ce sera un petit peu compliqué. Donc voilà, ils ont clairement soutenu la prolongation de la CICIG. Même au-delà de ça, l'aide militaire américaine avait déjà été conditionnée il y a 1 an et demi à la reconnaissance des massacres du Rio Negro, des massacres du Rio Negro, qui ont eu lieu durant la construction du barrage Chicxoy au milieu des années 70. Et pour le coup, la diplomatie américaine avait dit que s'il n'y avait pas de réparation des populations qui vivent aux alentours, ils allaient suspendre l'aide militaire, moyen de mettre la pression. Après, évidemment, le but derrière, il est assez commercial, et ça, c'est assez évident. Et enfin, juste pour rebondir vite fait sur la suite du procès, un autre enjeu qui paraît assez majeur sur aujourd'hui, donc savoir si le procès va continuer et dans quelles conditions, c'est également est-ce que les audiences seront publiques? Est-ce que le procès ne sera pas justement à huis clos? Et ça justement aussi bien pour les familles des survivants et pour les témoins, c'est quelque chose, c'est un grand pas en arrière. Ouais. Enfin, juste rappeler les chiffres quand même, parce que dans cette affaire-là, il est jugé pour 3500 morts dans un seul groupe ethnique. 1771. Mais il y en a plus de 200 000 morts dans ce conflit. Donc il y a encore du pain sur la planche, je crois, pour qu'on fasse la lumière sur ce qu'a été ce conflit et sur la politique d'extermination et de génocide raciste, n'ayons pas peur de le dire, qui a été menée au Guatemala. Entendez-vous, vous allez répondre pour voyez sur ce qui est... Oh. Quelqu'un d'autre? Où ça? Ah, oui? Oui, c'était une petite question. Raoul, par rapport au chiffre que tu donnais sur le Mexique de Reporters sans frontières, le journaliste assassiné, c'est pas 70, c'est 85. Maintenant,
sachant que malheureusement il y a aussi beaucoup de journalistes communautaires qui sont... 70 pendant le gouvernement de Peña Nieto. Ah, le gouvernement, oui, gouvernement Peña Nieto, déjà. Déjà aussi, ils ont dit, celui qui a été assassiné à la Colonia Narvarte, ils ont dit qu'il n'était pas journaliste parce qu'au moment où il a été tué, il était au chômage. Donc, oui, ça arrive très souvent, et puis les journalistes communautaires, malheureusement, sont souvent pas comptabilisés dans le... non, la question était pour rebondir sur les questions que tu avais déjà posées à Hélène, mais c'est vrai qu'il y avait un point quand même très intéressant, c'est le fait que dans le cas guatémaltèque, le mouvement urbain, plutôt une bourgeoisie urbaine, etc., qui monte au créneau contre la corruption et l'autocalisme divin, et qui finalement démissionne. De l'autre, tu disais, donc au Honduras, une jonction qui se fait justement avec des mouvements sociaux et des mouvements plutôt ruraux aussi. Quelle serait, c'est une question un peu plus sociologique par rapport justement un peu l'origine de ça? Est-ce que c'est lié effectivement à une structure sociale de base? Est-ce que c'est lié au fait que par exemple au Guatemala il y a peut-être un clivage beaucoup plus fort, on va dire entre guillemets ethnique, entre population indigène et latinos? Est-ce que c'est lié aussi par exemple à l'implication de l'armée à quelque degré que ce soit dans la vie économique? Enfin, quel serait un peu le facteur qui expliquerait que ça a pris dans un cas et pas dans l'autre? Et pourtant le paradoxe c'est que dans un cas, il y a la jonction ne se fait pas, mais le président est démissionnaire, alors que dans l'autre, elle se fait, mais les autorités, notamment issues du coup d'État de 2009, tiennent finalement. Hélène? Oui, alors effectivement, moi je crois qu'il faut prendre en considération d'une part la structure des organisations au Guatemala et au Honduras. Il n'y a pas eu, il y a eu au Honduras une situation difficile, mais il n'y a pas eu, curieusement, dans le passé très lointain, les années 50, au moment en 54 où les États-Unis renversaient le gouvernement guatémaltèque de Jacobo Arbenz. Au Honduras se produisait la grande grève bananière, la grande grève des bananeraies qui a impacté tout le pays et où le mouvement ouvrier rural aussi gagne, obtient, fait céder la United Fruit Company. Et paradoxalement, de là résulte, disons, après, l'idée qu'il faut lâcher un peu de l'Est et le gouvernement hondurien de l'époque met en place un certain nombre de structures organisationnelles qui sont restées. Et le Honduras est un pays où, dans les campagnes, les gens sont relativement... il y a des structures d'organisation qui ont subsisté. Après, évidemment, le coup d'État de 2009 a scellé quand même une cohésion du mouvement contre le coup d'État. Et puis, par contre, alors ce qui est intéressant, c'est que depuis les élections de 2013, paradoxalement, le mouvement social s'est un peu divisé entre ceux qui pensaient qu'il fallait participer aux élections et donc que le mouvement de résistance soit refondu dans un parti politique qui est le parti Libre, et une partie du mouvement social qui, notamment les organisations indigènes, l'ENCA et une partie des organisations Garifuna qui pensaient qu'il fallait maintenir un mouvement social et aller à une assemblée constituante sous cette forme-là. Et que après les élections de 2013, il y a eu une espèce de fracture et une certaine démobilisation, il faut le dire, mais que toute cette situation de corruption et notamment la découverte, parce que le fond du problème au Honduras, c'est qui a fait sortir les gens dans les rues,
C'est le fait que apparemment l'Institut de sécurité sociale hondurien a été, enfin les fonds ont été utilisés en fait pour financer la campagne du mal élu président de la République. Donc ça, les gens, enfin bon, ça les a rendus vraiment fous, surtout quand on connaît le système de santé au Honduras. Et donc, voilà. Et je pense que ça a contribué de nouveau à une cohésion du mouvement, des mouvements sociaux, malgré leurs différences. Et je crois qu'il faut aussi savoir et voir que malgré justement toutes ces scissions, démobilisations, etc., fractures, dans des moments qui ont été cruciaux, comme le coup d'État, ou même au moment des élections, malgré les désaccords, il n'y a pas eu de... bon, les gens ne se sont pas non plus enfin, désolidarisés et dessoudés, et d'ensemble, enfin d'être ensemble. Et je crois que ça, c'est très important. Et au Guatemala, ce n'est pas du tout le cas. Moi, ce que j'ai pu voir, ce sont des mouvements justement extrêmement locaux qui ont du mal justement à faire la jonction entre l'un et l'autre. Même, par exemple, la résistance à des entreprises minières, par exemple, d'une ville à l'autre, il y a deux mouvements différents qui se parlent des fois, pas toujours, et qui ont des dynamiques totalement distinctes les unes des autres. Merci Elena. Avant de donner la parole, je voudrais vous poser quelques questions dans ce cadre-là aussi. Parce que le problème de la l'instabilité, de la précarité qu'il y a dans ces pays-là, amène en question, tu parlais du triangle du Nord, c'est 5 milliards de dollars proposés par le gouvernement Obama. Et Jules parlait du plan Puebla-Panama, on parle des années 2000, qui après est devenu le plan Mérida, soi-disant Mesoamérique, pardon, pour sortir les pays, les régions les plus pauvres de l'Amérique, l'ensemble de l'Amérique centrale, plus la partie du Mexique, sortir à peu près 40 millions de personnes de la pauvreté. Où on est avec ça? C'est quand même il reste des sociétés assez déstructurées, me semble-t-il, non? Où justement le problème de la corruption, comme Elena vient de le dire, à Honduras, ce qui a mis le feu à la paille, c'était l'histoire des vols de la sécurité sociale. Et Guatemala, c'était la même chose. Dans un premier temps, c'est la dénonciation de que le président s'est servi de la caisse de la sécurité sociale pour s'enrichir. Donc, je pose la question. Voilà. Bon, déjà, pour prolonger ce que disait Hélène, et puis, je sais pas en fait si c'est tellement paradoxal que ça ait fonctionné au Guatemala, même si s'il n'y a pas eu cette jonction-là, puisque qu'il y ait de la mobilisation à la campagne, ça fait des décennies, et le gouvernement il est habitué, quoi. Il peut y avoir des moments de tension plus grands, etc. Mais là, c'est justement que c'est l'irruption d'un acteur nouveau et déterminant pour le pouvoir guatémaltèque sur la scène politique qui fait que il a paniqué, etc. Enfin, et c'est pour ça que moi je serais moins pessimiste peut-être que mes camarades sur l'expérience guatémaltèque. Enfin, c'est quand même la plus grande manifestation de l'histoire du Guatemala, 100 000 personnes. C'est les universités publiques et privées qui reprennent un rôle politique actif, puisque le mouvement estudiantin il avait été puissant dans les années 70, etc. Contre la dictature, il avait été complètement décapité par les militaires, puis coopté et intégré au pouvoir, quoi, les associations d'étudiants, etc. Et là, on avait des universités privées, des universités publiques qui descendaient dans la rue, qui demandaient la démission du président. Et voilà, c'est pas négligeable. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait peur au gouvernement. Et pour la jonction, effectivement, elle ne s'est pas faite complètement. Néanmoins, il y a quand même eu des efforts qui ont été faits. Le 25 avril, c'était... enfin, déjà dans les régions, il y a eu des manifestations, des blocages de routes, etc., qui sont un moyen de protestation traditionnelle à la campagne. Et le 25 avril, des mouvements sociaux des campagnes qui ont convergé vers la capitale. Et à ce moment-là, il y a eu quelques actions symboliques. Enfin, il y a une délégation de dirigeants indigènes Ichil, donc de la zone impactée par le génocide, qui sont allés à l'université publique, l'université San Carlos, et qui ont vu les étudiants, etc. Enfin, c'était symbolique, peut-être, mais c'est quand même pas anodin au Guatemala.
Et on a fait, avec le collectif Guatemala, on a invité des 2 défenseurs des droits humains il y a 2 semaines, il y a pas très longtemps, et donc elles sont confrontées à la criminalisation sur des méga projets. Et donc voilà, elles sont dans la campagne, c'est des régions indigènes, etc. Et elles nous disaient que toute l'identité visuelle de leur campagne pour la libération des prisonniers politiques, elle a été faite par des étudiants en graphisme à l'université. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais enfin, voilà, il y a quand même des efforts qui sont mis en place, même si c'est pas simple. Hein. On parlait aussi avec un autre défenseur qui disait qu'ils avaient fait l'effort d'aller à la capitale depuis la campagne, des Indiens, etc., des indigènes, et que, parce qu'ils voulaient quand même la démission de Toto Pérez, et qu'ils avaient dû mettre quand même en arrière leurs revendications propres, voire se taire quand on leur disait ouais, les Indiens, vous êtes bien sympas, vous êtes contre le développement, etc. Enfin, le racisme persiste, et donc voilà, il y a une volonté, mais qui n'est pas d'entrer des mouvements ruraux, d'aller vers l'unification avec les mouvements urbains, mais c'est pas sans tension et sans difficulté, quoi. Peut-être pour répondre plus spécifiquement à ta question, c'est la problématique du développement et des fonds qui sont destinés à l'Amérique centrale. Ben, moi, je ferai un parallèle justement avec le Mexique, par exemple. Si on prend justement l'initiative à Mérida au début, il y a énormément d'argent qui a venu au Mexique, mais c'est seulement pour de l'armement. Donc le but, c'était d'aider l'État mexicain à lutter contre le narcotrafic à partir de 2006-2007, quand Felipe Calderón est arrivé au pouvoir. Et la première étape, ça a été des fonds exclusivement militaires. Donc des hélicoptères, des formations, et c'était, on va dire, ça a été vraiment 80-90% du financement. Avec le temps, ce financement a été dépensé un peu différemment. Après l'arrivée d'Obama au pouvoir et la renégociation de l'initiative Mérida, qui est devenue un peu le Beyond Mérida en 2010-2011, il y a une plus grande partie de ces fonds qui ont été investis dans la modernisation du système de justice mexicain, et notamment le passage à des procès accusatoires, donc un système écrit, un système de justice orale. Et actuellement, c'est un des plus grands défis que rencontre le Mexique. En 2016, c'est techniquement le passage officiel aux jugements oraux, mais également à des initiatives plus populaires, enfin des initiatives en fait, qui incluent la population civile, et notamment ce qu'on appelle le renforcement des communautés, comme ça a été le cas à Ciudad Juárez par exemple, où l'objectif c'était de faire émerger les mesas de seguridad pour en gros recréer une sorte de lien entre les autorités locales et la population civile, et également avoir des projets de développement locaux afin de prévenir le crime et pas juste lutter contre. À titre personnel, si jamais de l'argent doit couler à flot, si tant est qu'il coule réellement à flot, parce que c'est quand même extrêmement limité par rapport aux enjeux de la région, notamment aux enjeux de blanchiment d'argent qui sont extrêmement forts dans ces pays-là, quand je parle de Salvador, Guatemala, Honduras, entre autres, il faudrait avant tout commencer à investir dans à la fois le renforcement communautaire des quartiers dans les villes et également une modernisation totale du système de justice afin d'essayer de mettre fin au système de l'impunité. Sans s'attaquer au problème de l'impunité, l'argent ne sert absolument, enfin, ne sert probablement absolument à rien. Merci Cyril. Et il nous reste 4 minutes, Jules. Peut-être dire j'avais regardé à un moment certaines rubriques des différents plans, et notamment du plan Mérida. Il y avait une partie aide à la justice, et une partie c'était frais d'achat de gilets pare-balles pour les juges. Donc voilà, c'est aussi une certaine idée de la justice. Et une autre chose aussi, El Chapo qui s'est échappé, il était quand même, donc c'était la 2e fois qu'il était en prison. C'est assez intéressant de voir qu'il y a un énorme business aussi de construction des prisons, donc les prisons de haute sécurité qui ont commencé à être faites sous l'époque de Passalines, à Cedillo. Et en fait, il a été premièrement dans la première prison construite, et ensuite dans la 2e, qui est faite exactement sur le même modèle. Le plan, la vue aérienne est identique. Et ce qui est plus intéressant peut-être, c'est que tout le temps où depuis qu'il avait été recapturé, le gouvernement mexicain n'a entrepris aucune action pour démanteler ses possessions, notamment tout le système de nettoyage d'argent. C'est-à-dire, il était tout simplement, paraît-il, en prison, mais il n'avait entrepris aucune action légale pour attaquer son empire économique, pourtant en grande partie étalé à la vue de tout le monde. Un autre tout petit élément aussi, quand même, c'est...
je ne sais pas s'ils ont une réelle volonté de faire du développement, mais le Mexique, juste pour le rappeler, c'est le deuxième exportateur ou expulseur de main-d'œuvre au monde après les Philippines. Et ça, je ne sais pas, mais je pense que quand même ça intéresse beaucoup les États-Unis que ça continue. Une autre chose, je fais une toute petite publicité, je ne sais pas si vous connaissez, à propos de la question minière, si vous connaissez le livre qui s'appelle Noir Canada et qui explique pourquoi toutes les entreprises sont canadiennes. Donc voilà, c'est quand même une référence intéressante, puisqu'en fait ces entreprises sont pour la plupart en réalité transnationales, bien que d'apparence canadienne. Voilà, je ne sais pas quoi de plus, si peut-être c'est un thème tellement vaste, mais enfin, dans l'impunité, au Mexique, un des éléments qui a préparé l'impunité, peut-être pas la corruption, mais l'impunité à la fois du gouvernement mexicain et du gouvernement états-unien, ce sont les féminicides de Ciudad Juárez. Donc voilà, là, il y a encore une autre histoire à raconter. Et des féminicides qui touchent de la main-d'œuvre. Toujours de la même manière. Il y a à la fois l'enjeu des matières premières et l'enjeu des mouvements de main-d'œuvre dans la région. Bien, il est 10h29, il nous reste 2 minutes. 2 minutes, oui. Une question, moi je ne sais pas si c'est possible de la traiter en 2 minutes, parce qu'on a parlé plusieurs fois des États-Unis et du Canada, et je voulais un peu mettre sur le tapis la question de l'Union européenne. Et sous 2 angles, parce que d'une part, il y a ces accords d'association avec ces clauses dites démocratiques, et je voudrais savoir un petit peu comment est-ce qu'on a utilisé ces clauses démocratiques, notamment suite à cette histoire des étudiants au Mexique. Mais on peut poser, bon, je crois que l'Union européenne a très rapidement approuvé le gouvernement putschiste au Honduras. Bon, donc d'une part, donc sur le plan politique, quelle a été la position de l'Union européenne, et deuxièmement sur le plan de la coopération. Est-ce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup d'appui aux mouvements sociaux dans ces pays, que ça plaise ou ne plaise pas d'ailleurs au gouvernement? Et je voudrais savoir, est-ce que maintenant, il continue à avoir un appui direct aux mouvements sociaux dans ces différents pays ou pas? Je peux me permettre, et je vous laisse après la parole. Très rapidement, il faut se rappeler que dans le cas de l'Union européenne, chaque fois qu'il y a un accord commercial signé avec un pays extra-communautaire, la première clause de l'accord, c'est la dite clause démocratique, dans laquelle, formellement, tous les pays qui s'engagent à signer un accord avec, ou qui signent cet accord-là avec l'Union européenne, s'engagent à respecter les droits de l'homme. C'est le cas d'Israël, notamment. Mais Par les exemple. clauses sont très différentes d'un pays à l'autre. Non, c'est un modèle exactement les mêmes. C'est les mêmes, les paragraphes, c'est exactement les mêmes dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est exactement les mêmes paragraphes. C'est l'engagement. Il y a des clauses de vérification. Après, il y a les histoires comment vérifier. Pour ce qui concerne le cas du Mexique, après je laisserai la parole à mes collègues. C'était en 1997, lorsque l'Union européenne était en train de négocier l'accord commercial d'association, d'association stratégique avec le Mexique, qu'il y a eu la massacre d'Acteal. D'accord? À ce moment-là, les organisations mexicaines se sont mobilisées justement à Bruxelles, en Europe, en Espagne, etc., pour solliciter de l'Union européenne qu'effectivement la négociation de l'accord soit arrêtée. L'Union européenne a dit non. Et il faut donner sa chance au gouvernement mexicain. Le même qu'elle a fait pour la Colombie. Le même qu'elle a fait plus récemment, et dans les cas, effectivement, dans les cas du coup d'État à Honduras en 2009, un des premiers à reconnaître le gouvernement, c'est M. José Durão Barroso, le président de la Commission européenne. Voilà, on est là. Je vous laisse la parole, si vous voulez, sur ça. Je voudrais bien dire une petite chose concernant ce que vous venez de dire de la question européenne. Parce qu'en fait, c'est toujours très très instructif, même si parfois on n'a pas les connaissances que vous avez quand vous décrivez tous les mécanismes de ce qui est en train de se passer, de ce qui se passe, et comment les choses évoluent, notamment avec la position des États-Unis, etc., sur ce qui se passe en Amérique latine et en ciblant aujourd'hui les 3 pays que vous avez choisis. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé aussi sur la question de l'Union européenne sur 10 ans, alors en toile de fond, et pas poser, excusez-moi, c'est pas du tout une critique, mais une question ingénue sur la position que peut avoir l'Union européenne, alors qu'on assiste à une déflagration, un effondrement, même on va dire jusqu'au niveau symbolique, je veux dire, politique, symbolique, moral, éthique, de toutes ces institutions, et qu'on en a des preuves, on pourrait prendre des preuves comme ça, en continu. Par contre,
des questions qui seraient intéressantes pour vous et pour nous, etc., de discuter dans le futur, c'est tous les mécanismes parallèles qui impliquent des jeux et des rapports. Moi, je le connais plus du côté du Brésil, mais je veux dire, les rapports d'impunité, de corruption et d'infiltration au niveau des États de toutes les mafias, qui semblent être aujourd'hui au niveau international une des plus, enfin, un des axes certainement les plus fondamentaux à approfondir. C'est-à-dire la question qu'en fait, aujourd'hui, mais quand on porte une attention très précise, ce qui peut se dire comme ça globalement, c'est qu'en fait, on serait dans un état mafieux international. D'où la difficulté de l'intérieur d'intervenir, parce que c'est au niveau mondial, alors sur l'aspect économique c'est transnational, et sur l'aspect des boycottages ou des verrouillages institutionnels dans les républiques ou dans les différentes formes de systèmes politiques, ce serait, d'après ce qu'on entend dire, on a bien lieu de croire que c'est absolument vrai, et ça se vérifie dans beaucoup d'endroits, une mafia internationale, infiltrée dans les États. Pensons à Bernard Tapie, à Madion. Bon, ça sera les mots de la fin, et je suis vraiment désolé. Le problème, c'est que sinon, les collègues de la Maison de l'Amérique latine, il est 10h33, ils sont assez stricts, tout ça. On tient à vous remercier, à vous tous, aux collègues qui sont venus ici. Et je tiens à vous dire rapidement, et cette année-là, le mois d'octobre, là, le mois qui va commencer, sera le 40e anniversaire de la création du plan Condor, qui peut-être vous avez entendu parler. Donc sûrement, on va essayer de faire quelque chose à France-Amérique latine, et aussi, en prenant en considération qu'en mars de l'année prochaine, il y aura aussi le 40e anniversaire du coup d'État en Argentine. Donc on vous tiendra au courant. Merci d'être venu et à très bientôt.